BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Dans quelques instants, on parlera notamment de cette étude que publie donc par l'AMF, où 25% des Français qui placent leur argent, dans ces 25%, il y en aurait la moitié qui la placerait en crypto-monnaie. On parlera des stablecoins, le grand débat. On va voir que l'Europe régule et que les États-Unis, eux, réfléchissent. On voit aussi que JP Morgan lance des paiements programmables sur sa blockchain pour ses clients. On verra si c'est une révolution. On parlera aussi de l'euro numérique, notamment avec Nathalie Janson. Bonjour Nathalie. Bonjour. Professeur à Neoma Business School. Et Valentin Demey qui vient d'arriver fraîchement d'Angers. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury. CEO de Cube3 et directeur des contenus chez Cryptos. Mais d'abord, on part faire quand même traditionnellement notre tour de 15 heures sur le marché crypto avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Amaury. Xavier, le Bitcoin est actuellement autour des 36 600 $, plus 5% de hausse sur la semaine, mais moins 0,75 à l'instant où on se parle. Qu'est-ce que ça nous dit pour la suite, Xavier? Ça s'est un peu calmé là? Oui, ça s'est calmé. Alors, j'allais dire effectivement attention à la surchauffe à court terme, même si on voit qu'on a eu depuis plusieurs semaines un changement de psychologie sur le marché à moyen terme. En fait, pour bien distinguer les unités de temps. Je m'explique. C'est beaucoup plus marqué d'ailleurs sur les altcoins, mais si on reste focus sur Bitcoin, on a eu en fait presque un an de traversée du désert après une année 2022 qui a été très compliquée. Et puis on en a parlé souvent ici, Bitcoin très résilient en fait, malgré les conflits géopolitiques, l'inflation persistante, des taux d'intérêt historiquement hauts, des marchés traditionnels même topiches, et malgré en fait ce gros cap à franchir qu'il n'avait pas réussi à faire en 2023, passer les 31 000 $. C'était également les plus hauts, les plus bas de 2021. Et cette surperformance en fait du Bitcoin par rapport au marché traditionnel, c'est en plus accentué en fait à l'approche de cette zone clé. Et j'en parlais d'ailleurs ici dans votre émission. Objectif, si on passait cette zone clé des 31 500 $, 38 000 $. Donc ça, c'est fait. Donc en fait, si on regarde dans la durée, finalement 2023, ça a été plutôt calme sur le Bitcoin. Et maintenant, tant qu'on va tenir à moyen terme les 30 000, 31 000 $, ça montre finalement que les investisseurs n'ont pas envie de lâcher avant qu'on rejoigne les plus hauts historiques, 65 000 $. Alors, ça ne va pas se faire tout de suite, mais le fait d'avoir finalement été très résilient, ça permet finalement d'avoir des objectifs ambitieux et donc de plus paniquer à chaque fois que ça commence un peu à baisser avec finalement, et on l'observe finalement, moins de volatilité. Et ça sera d'ailleurs peut-être encore plus le cas si l'ETF Bitcoin Spot venait à être adopté. Par contre, à court terme, vous l'avez dit, effectivement, on pourrait arriver en zone de surchauffe avec des replis plus conséquents. Et là, ce sera plutôt 33 000, 33 500 $. Il faudra surveiller à court terme pour pas, finalement, qu'un repli légitime en période de forte hausse se transforme en panique. Et ces phases de consolidation, j'ajouterais même que seraient même salutaires parce que si on rentre vraiment dans une euphorie extrême, on risque d'avoir encore des liquidations monumentales comme la semaine dernière quand on a eu 250 millions de $ de positions qui ont été liquidées dans la journée, des positions acheteuses, parce que le Bitcoin est simplement passé de 38 000 à 36 500 $ alors qu'il venait d'en prendre 10 000 en 3 semaines. Donc aujourd'hui, même si les voyants sont ouverts et que tout le monde se réintéresse aux crypto-monnaies après une année et demie de traversée du désert, si on regarde la capitalisation totale qui regroupe toutes les crypto-monnaies, attention quand même aux zones de turbulence à court terme dans lesquelles on arrive, qui ne remettront pas en cause l'intérêt des investisseurs sur des horizons de temps plus longs. Oui, merci Xavier, et surtout qu'on voit aussi que JP Morgan dit qu'ils ne croient, eux, pas forcément à une envolée énorme des cours du Bitcoin ou de l'Ether après l'approbation d'un ETF. Très rapidement, Xavier, l'Ethereum, on est autour des 2 000 $, plus 9% sur la semaine, donc plus forte hausse que le Bitcoin, et aujourd'hui à peu près stable. C'est quoi? Ça suit le Bitcoin avec un métro de retard? C'est ça, en fait, il sous-performait le Bitcoin depuis plusieurs mois et là, il essaye de rattraper le retard. Peut-être qu'effectivement, on parle du Bitcoin et ensuite, ça se déverse finalement vers aussi les altcoins comme l'Ether. Alors, l'Ether, c'est beaucoup plus proche finalement que le Bitcoin, puisqu'on regarde en fait de 2023, grosso modo, c'est 1 000 $ en bas, coincé en haut sous les 2 100 $. On est arrivé sur cette zone de résistance et maintenant, c'est ce gros cap qu'il faudra franchir que Bitcoin a déjà fait, c'était les 31 000 $.
Et à court terme, sur l'Ether, ça sera les $1 900 à pas enfoncer et à préserver pour rester dans cette nouvelle attitude positive. Donc surperformance effectivement à court terme sur l'Ether qui rattrape un petit peu son retard sur le Bitcoin. Là, il y a un gros cap au-dessus de la tête à passer maintenant pour l'Ether. Merci beaucoup Xavier Fedot, associé chez Interactive Trading. Bonne journée Xavier. Bon, on va s'intéresser quand même à cette news qui était au final une fake news, Valentin. On parle de Ripple, son jeton XRP. Il y a eu une fausse rumeur d'ETF BlackRock qui a fait exploser le prix. Et puis ça s'est totalement redescendu dès que la news s'est avérée fausse. J'ai quitté ce plateau un mois, je reviens, on est encore sur une fake news. C'était exactement les mêmes circonstances que ce qu'on a vu avec, rappelez-vous, Amaury Cointelegraph, qui avait fait un petit tweet disant ça y est, l'ETF spot Bitcoin est listé, on avait une augmentation du prix qui était retombée dans la foulée. Là, c'est à peu près la même chose sur un autre token, le XRP de Ripple, qui en plus, depuis 2020, est dans la tourmente d'une régulation un peu complexe avec nos amis de la SEC, donc Security and Exchange Commission. Donc ça a une saveur d'autant plus particulière quand on a vu d'un autre média encore hier que potentiellement un ETF spot sur le XRP était en cours de préparation. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué qu'une fake news. Là, pour le coup, c'est effectivement un dossier et un document qui a bien été déposé dans un État aux États-Unis, mais c'est une sorte d'usurpation d'identité. On ne sait pas si c'est une blague, on ne sait pas si c'est une société éponyme, puisque la société qui l'a déposé s'appelle iShare, ou en tout cas l'identifier comme ça. Donc c'est effectivement l'une des sociétés détenues par BlackRock qui dépose les ETF et qui justement représente l'ETF spot Bitcoin. Mais rien de tout ça. Effectivement, BlackRock et iShares ont fait une communication disant que ce n'était pas eux qui déposaient ce dossier. Donc le cours de l'XRP qui a bien progressé est retombé dans la foulée et on attend encore quelque chose. Exactement, retour à la niche. Et on attend de voir quel est la prochaine ETF qui sera déposée. Il y a quand même Bitcoin et Ethereum pour l'instant qui sont, pour rappel, les deux crypto-monnaies les plus capitalisées du marché. C'était plus surprenant d'avoir Ripple qui commence à perdre quand même quelques places dans le classement. On aurait pu voir autre chose arriver avant cela et donc effectivement ça ne sera pas XRP. Nathalie, on le disait il y a quelques instants avec Xavier, que même JP Morgan ne croit pas forcément à une envolée extraordinaire des cours du cours des cryptos, après qu'il y ait des ETF Bitcoin spot, des ETF Ethereum spot qui soient acceptés. Est-ce que, à force de crier au loup, que tout le monde s'excite à la moindre news sur un ETF, quelle que soit la crypto, est-ce que finalement, le jour où il y en a vraiment un, ça ne va pas faire un flop ? En fait, on pense que ça a déjà été pricé. Tout simplement, ceux qui en fait, comme JP Morgan, pensent que ça ne va pas exploser, c'est parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, la marge de progression qui a été faite entre il y a quelques mois et aujourd'hui est due à cette a priori autorisation de l'ETF Bitcoin. Donc une progression parce que néanmoins, ça pourrait effectivement faciliter l'investissement en Bitcoin. Voilà, ça le rend plus à la portée de tous dans la gestion de portefeuille, mais pas de quoi en faire, pas de quoi non plus en faire une révolution pour le moment, puisqu'après, il faut voir comment il va être accepté par les potentiels investisseurs. Est-ce qu'effectivement, il y a une vraie demande qui sera derrière, et donc comment ça va se développer. Et quand on verra ça, eh bien, peut-être qu'après, il y aura des marges de progression. Oui, puisque ce que disent en gros JP Morgan, c'est que il y a déjà des produits un peu similaires à ces ETF qui existent sur le marché. Oui. Valentin, je ne sais pas si vous voulez réagir. Ouais, c'est vrai, c'est pas vrai. Effectivement, JP Morgan donne des positions tous les jours un peu différentes. Autant il y a quelques semaines, quelques mois, ça pouvait être le gros catalyseur. Autant aujourd'hui, effectivement, probablement le raisonnement, c'est qu'il est pricé. On avait quand même un Bitcoin aux alentours de $30,000 quand on a commencé à entendre parler de ces ETF spot Bitcoin. Il a gagné $7,000 en quelques semaines. Donc peut-être que ce qu'il avait sous la pédale a été appuyé. Cela étant, encore une fois, l'ETF spot Bitcoin, c'est quand même une grande révolution dans la capacité d'être indexé à d'autres produits d'épargne. On parlera tout à l'heure de l'AMF et de son sondage vis-à-vis des gens qui détiennent des actifs numériques, mais ça pourrait faire en sorte d'exploser ces compteurs-là. C'est quelque chose de très attendu. J'étais il y a quelques jours à Angers, figurez-vous, comme quoi il se passe des choses à Angers, dans une réunion de BlackRock. Et dans la salle, c'était moitié des gens qui connaissaient les ETF, parce que c'était un sujet sur les ETF, moitié des gens qui ne connaissaient pas les ETF, quels qu'ils soient. Et dans la salle, les seules questions qu'avaient les gens pour le représentant de BlackRock, c'était j'ai entendu que vous allez lister un ETF spot Bitcoin, qu'est-ce que ça veut dire et comment je pourrais acheter du Bitcoin vis-à-vis de votre produit demain? C'est des publics, encore une fois, qui sont à peine à l'investissement de base, c'est-à-dire ils sont dans l'achat d'assurance vie. Et ça fait partie des news qui sont arrivées jusqu'à eux. Donc effectivement, c'est déjà pricé. Maintenant, le changement de paradigme qu'apportera le listing d'un ETF spot Bitcoin, je pense que là, la marge est encore très forte.
Justement, hein, cette étude dont parlait l'AMF très récemment, parlons-en, elle met en valeur la préférence des Français vis-à-vis de leurs investissements financiers. Et ils sont ainsi, les Français, 25% à placer leur argent, et il y en aurait la moitié d'entre eux qui la placeraient en crypto. Ça rejoint d'ailleurs une étude qui a été menée par l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, et qui avait été critiqué, qui disait que c'était quoi, à peu près 10% des Français détiendraient des crypto-monnaies, c'est ça ? C'était 9,6 en mars dernier, effectivement, et j'ai souvenir de toutes les accusations possibles de ce lobby crypto où on nous disait, regardez à quel point ils sont en train de changer les chiffres de la réalité du terrain pour aller dans leur sens. Pour rappel, c'était quand même un sondage Ipsos, c'est pas Faustine Fleuret, la présidente de l'ADAN, qui est sortie avec son carnet dans la rue. Ça restait quand même l'un des institutions de sondage les plus gros en France, sur à peu près 3000 sondés, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était déjà un sondage un peu cohérent, mais qui était porté par l'ADAN, KPMG pour les citer, et l'Ipsos. Là, c'est l'AMF qui se réfère à l'OCDE pour faire un autre sondage qui arrive aux mêmes conclusions vis-à-vis de la détention des actifs numériques, autour de 9,5%, donc c'était vraiment très, très, très proche. Donc ça confirme cette tendance. Il ne me semble pas que l'AMF soit le lobby crypto de premier abord. Donc c'est un chiffre important parce qu'il là aussi se conforte et se touche à la détention d'actifs en compte propre, qui du coup pour les crypto-monnaies sont supérieurs au nombre de Français qui détiennent des actifs en nom propre, en compte propre. Et effectivement, depuis le Covid, on a 2 fois plus de Français en règle générale qui investissent leur argent. Donc c'est une information importante. Depuis le Covid-19, on a multiplié par 2 l'investissement des Français. Et aujourd'hui, c'est un quart des Français qui épargnent et qui placent leur argent. Et du coup, c'était le chiffre que vous avez ressorti, Amaury. Il y avait à peu près 20% des investisseurs qui déposaient de l'argent en crypto-monnaie. Ce chiffre est passé à 50%. C'est-à-dire qu'on a 50% de nouveaux investisseurs dans ce quart de Français qui investissent en crypto-monnaie. Donc ça a une évolution de plus de x2 en 3 ans en termes d'investissement de la part du public français. Donc c'est très encourageant. Puis l'autre donnée qui est assez intéressante à savoir, c'est le persona. Qui est-ce qui investit ? C'est majoritairement les hommes de plus de 35 ans, à 65%. Mais une autre information intéressante, c'est que les personnes qualifiées et les personnes le plus expérimentées, ce n'est plus que 50% d'hommes. Donc en fait, on voit bien qu'on est presque à la parité entre l'investissement expérimenté d'hommes et de femmes. Et je pense que c'est une information intéressante à souligner. C'est intéressant parce que souvent on voit que dans les idées reçues, c'est les très jeunes, pas qualifiés, qui font un peu n'importe quoi, qui investissent en crypto. Là, on voit que non, il y en a peut-être, mais c'est clairement pas la majorité. Nathalie, vous qui êtes professeure à Neoma Business School, vos élèves, ils vous en parlent. Oui, alors justement, je vais aller dans votre sens, tout à fait, puisque je me rappelle donc l'époque de 2021, où alors ça, c'était la discussion de toutes les pauses de tous les élèves. C'était le sujet essentiel de la pause de Donc de en cours. 2021 et là aujourd'hui en 2023. Pas du tout, et l'année dernière, d'ailleurs, ça n'était plus. Donc effectivement, ça confirme bien que c'était un sujet qui a occupé les jeunes au moment où c'était le grand moment de la montée, en fait, le bull run, mais qu'en fait, une fois que c'était terminé, ça a été terminé aussi. Vous êtes donc un indicateur marché. Là, on en est où ? Voilà. On en est où là ? Donc je vous dirai ça dans quelques semaines. Je les ai pas encore vus, mais c'est vrai que il y en a même qui ont même payé leurs études en investissant en Bitcoin. Bon, on fera un duplex depuis Neoma. Exactement, pour voir où on en est. Où en est le marché, voilà. Reparlons du coup de JP Morgan, Valentin, qui lance des paiements programmables sur la blockchain de ses clients. Pour commencer, expliquez-nous ce que c'est, en quoi ça consiste. En quoi ça consiste ? Eh bien, on en parle un peu tous les jours aujourd'hui, mais sur ce plateau de manière détournée avec les smart contracts. Donc là, on parle de la possibilité de programmer des paiements ou de programmer le déclenchement de certains paiements. Aujourd'hui, les comptes bancaires, ils sont assez froids dans leur utilisation, c'est-à-dire que si je veux envoyer justement de l'argent à Nathalie pour ma scolarité, je vais devoir aller sur mon compte, faire un virement et l'envoyer en espérant que Nathalie me donne un cours demain. Peut-être elle sera partie tout investir sur le marché des NFT. Exactement, retournons à l'école un petit peu. Mais j'ai aucune certitude que effectivement Nathalie sera là demain. C'est un contrat de confiance. Les monnaies programmables, ou en tout cas la possibilité de programmer les blockchains, c'est ce que fait JP Morgan là, c'est de mettre des conditions à ce déclenchement. Et c'est rien de révolutionnaire dans le marché des cryptoactifs, parce qu'encore une fois, c'est Ethereum qui a apporté ça en 2015. Là où, pareil, pour envoyer un bitcoin, il fallait le faire à la main.
Bitcoin est très fort pour ça et c'est la première crypto-monnaie du monde en termes de capitalisation. On ne peut pas encore totalement mettre de la programmabilité dans cet envoi. Là, sur Ethereum, je peux dire, lorsque j'ai effectivement telle et telle information qui est au vert, alors envoyer ce paiement, parmi toutes les choses qu'on peut faire sur Ethereum. Bon, eh bien, JP Morgan vient de le faire, non pas pour des crypto-monnaies, mais pour des monnaies fiduciaires, donc l'euro, le dollar, en l'occurrence le dollar, pour le compte de ses clients, et donc mettre de la programmabilité et des seuils de déclenchement à certains de ces paiements automatiques. Qui est-ce qui s'en est saisi? Parce que, encore une fois, rien de révolutionnaire, à part dans les usages. Eh bien, c'est l'entreprise Siemens qui s'en est saisie cette semaine, donc quelques jours après la mise en place, qui l'a mis en place pour transférer de manière du coup programmée sur ses comptes dont du coup ce paiement se déclenche uniquement en cas de manque à gagner sur certaines de ses filets ou certains de ses comptes. Donc c'est automatique. Dans le smart contract d'une blockchain privée, on parle d'une blockchain de JP Morgan, pas sur Ethereum. Eh bien, il y a la condition que là, si dans le compte Y de Siemens, il y a un manque à gagner, eh ben, je ne sais pas, par exemple, le compte mère va pouvoir tout de suite débloquer la somme et l'envoyer. Ça paraît pas révolutionnaire comme ça, parce que c'est le cas le plus primaire de la programmabilité. Maintenant, vu tout ce qu'on peut en faire derrière, sans parler jusqu'à la chinoise, parce qu'on a des monnaies chinoises avec la monnaie numérique de Banque centrale chinoise qui met de la programmabilité jusqu'à qui êtes-vous et où dépensez-vous votre argent. On aura des nouvelles de l'euro numérique dans quelques instants. Mais exactement, mais c'est l'une des dérives avec les monnaies chinoises. Donc effectivement, si vous n'êtes pas au bon endroit et que vous n'êtes pas la bonne personne, vous ne pouvez pas faire ce paiement en question. Donc on n'est heureusement pas dans cet extrême-là, mais quand on peut imaginer tout ce qui peut se faire avec la programmabilité des paiements, il y a le champ des possibles s'ouvre. En fait, je vais pas trahir de secret, c'est ce que fait la finance décentralisée sur Ethereum, Polygon et toutes les autres blockchains aujourd'hui. C'est ce que fait d'une certaine manière Aave, c'est ce que fait d'une certaine manière Curve. Donc tous ces outils de finance décentralisée qui sont d'ailleurs pas anodins et inconnus de la Banque centrale européenne et de la Banque de France, puisqu'ils font des expérimentations en ce moment avec le futur euro numérique, en mettant justement un peu de blockchain et de Curve, l'un des protocoles les plus importants de la finance décentralisée, dans leur système pour voir un peu à quoi ça pourrait servir en termes de paiement transfrontalier. Donc ça avance dans le bon sens, en tout cas pour ce qui est des usages, parce que c'est pas des cryptos dont parle JP Morgan et Siemens là, c'est bien des dollars. Oui. Et on a la même chose d'ailleurs avec PayPal qui, avec son stablecoin, en fait, a aussi de la programmabilité. Tout à fait. C'est ça. Et donc voilà, le géant américain des paiements a lancé fin août son stablecoin, ce qui est assez surprenant, vu, on en parlera peut-être tout à l'heure, on en a déjà parlé pas mal de fois sur ce plateau, vu les fortes pressions exercées par la SEC, donc le gendarme financier américain, sur les acteurs du secteur crypto depuis la chute de FTX. Nathalie ou Valentin, Nathalie, c'est quoi l'intérêt du coup pour PayPal de prendre ce risque-là ? Alors PayPal, lui, a vraiment beaucoup à gagner parce que c'est effectivement un acteur majeur du paiement, innovant, puisque c'est le petit qui est né sous Elon Musk, mais qui a pris son envol après, dans les années 2000, mais qui est devenu effectivement un des instruments de paiement préférés, surtout des millennials aux États-Unis. Et bien évidemment, il est entré d'ailleurs sur les cryptos et tout au début du bull run, en novembre 2020, donc c'est pas anodin non plus. Il y avait quand même un signal assez fort. Et là, en fait, comme il est un acteur du paiement innovant, eh bien, il veut continuer dans ses innovations et il veut donc se positionner comme un stablecoin qui compte, et il a le timing, même si on peut le trouver surprenant, il n'est pas après tout si surprenant que ça, puisque en fait il y a un coup à faire pour PayPal, étant donné que sont sur la touche en ce moment le stablecoin de Binance, qui lui est sous investigation de la SEC parce qu'il lui reproche alors à Binance plein de choses et au stablecoin en particulier le fait d'être un stablecoin, mais pas tout à fait, qui s'apparenterait plus à un titre financier, parce que je vous rappelle qu'en fait c'est ça le leitmotiv de la SEC, c'est que tous ces cryptos sont pas vraiment quelque chose d'à part, mais sont finalement des bons vieux instruments financiers un peu nouveau style. Voilà. Et donc là, Binance en fait est arrêté dans son développement, et il avait quand même s'était beaucoup développé. C'était le petit dernier né en 2019. Circle, qui était pas mal aussi engagé, s'est retrouvé aussi un peu en arrière-plan, parce que lui, il a été une victime collatérale des faillites en fait bancaires de mars dernier, parce que ses réserves se sont retrouvées emprisonnées. Enfin, c'était pas une part majeure, mais néanmoins, c'est pas bien pour la réputation. C'était retrouvé emprisonné chez la Silicon Valley Bank. Et donc là,
PayPal a dû se dire j'ai peut-être un coup à faire. Si j'y vais maintenant, du coup, j'ai un marché où je n'ai plus que Tether, qui est vraiment le vieux de la vieille, puisqu'il est arrivé, lui, il a été créé en 2012, mais néanmoins, il tient le haut du panier, puisqu'il est là depuis longtemps, et que pour le moment, il a rarement décroché de son cours, donc il y a quand même assez de confiance, malgré tout ce qu'on a pu dire sur Tether, il est toujours là, et il continue à progresser. Près de 90 milliards de dollars. Exactement, près de 90 milliards. Il faut savoir que je me rappelle de la naissance de lancement de Libra de Facebook, il était à 6 milliards à l'époque, c'était 2019. Vous voyez la belle progression. Près de 90 milliards. C'est 86 milliards de capitalisation, vous voyez un peu la progression. Donc je pense qu'effectivement PayPal, hésitant entre se faire taper sur les doigts par la SEC, et d'ailleurs il a déjà eu une injonction, il l'a reçu il y a 2 semaines, mais visiblement ils ne sont pas très inquiets parce que vu la façon dont le stablecoin est structuré, puisque c'est un stablecoin 100% réserve dollar, donc émis par Paxos, qui était celui qui émettait, qui émet aussi celui de Binance, il ne voit pas comment il pourrait aller trouver des poux à PayPal, étant donné que là, quand on dit qu'éventuellement c'est un titre financier, c'est parce qu'on évoque la question de l'investisseur qui pourrait faire avec un espoir de gain, qui le détiendrait pour un espoir de gain. Or, la nature du stablecoin, c'est je détiens un PayPal stablecoin, parce que c'est égal à $1, donc il n'y a pas d'espoir de gain. Donc il pense qu'il n'y a pas de matière à discussion. Ça n'a pas été émis à travers une ICO, puisqu'en fait c'est la raison de ce qui est reproché à Binance aujourd'hui sur ce stablecoin, c'est qu'en fait ça a été fait via une ICO, et une ICO, il y a un espoir de gain, voilà. Donc là, c'est plus clair. Donc je pense que PayPal ne se sent pas inquiété fondamentalement, et je pense que c'est sans doute pour ça qu'il y est allé en se disant j'ai tout à gagner. Mais en tout cas, c'est une grande première, parce que c'est la première fois qu'un non-acteur de la crypto natif va sur ce marché, puisque c'est un acteur du paiement. Et pas n'importe comment, parce qu'il y va effectivement en émettant son stablecoin sur la blockchain Ethereum. Exactement. D'où la programmabilité évoquée au départ, puisqu'en fait c'est ce qu'il veut. Il veut venir montrer qu'en fait on peut être innovant, et aussi il veut montrer qu'on peut se passer des paiements bancaires et donc de la banque centrale. Donc c'est pas du tout anodin ce qui se passe en fait avec cette histoire. Ça va beaucoup plus loin que ce que font certains sur des blockchains privées. Voilà, tout à fait. Et là, ça voudrait dire bypasser les banques quand même. Ça voudrait dire qu'un réseau parallèle vraiment se développerait. Mais il est passionnant ce marché des stablecoins, et justement on va comparer un peu ce qui se passe du côté des États-Unis et ce qui se passe du côté de chez nous en Europe. Ce qui est curieux, c'est qu'en Europe, la zone euro a déjà réglementé l'activité des stablecoins, alors que ce marché, chez nous, est embryonnaire. Je crois, Nathalie, je parle sous votre contrôle, je crois capitalisation à peu près 400 fois inférieure à celle des États-Unis. Pour commencer, c'est quoi la différence entre ces deux marchés des stablecoins? À part la capitalisation, il y a peut-être que ça en différence. C'est quoi la différence entre ce qui se passe chez nous en Europe et aux États-Unis? Alors la différence, en fait, elle tient essentiellement au rôle du dollar sur le marché de la crypto. C'est-à-dire qu'en fait, sur le marché de la crypto, c'est le dollar la référence. Donc, comme le stablecoin est là, on va préciser, on parle de stablecoins qui sont adossés 100% à monnaie fiat pour le moment. Donc, ils sont nés, pourquoi? Parce qu'il y a la volatilité du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, et que pour faciliter soit le transit entre cryptos, soit le transit dans la décision de ce qu'on va en faire, soit pour payer, il vaut mieux quelque chose de stable. D'où l'idée de Tether, dès 2012, de créer un stablecoin pour faciliter l'usage, en fait, tout simplement. Donc Tether est bien né américain en 2012. Donc, vous voyez, donc c'est quand même pas récent, c'était il y a plus de 10 ans. Donc effectivement, toute cette activité se fait beaucoup en dollars, et donc en fait l'euro, il est très marginal. C'est-à-dire que c'est éventuellement des clients qui vont finalement arriver jusqu'à l'euro, mais le lien est pas direct. C'est quoi la différence de vision entre ce qui se fait en stablecoin du côté des États-Unis et ce qui se fait en stablecoin du côté de chez nous, Valentin, par exemple? La vision, elle est à peu près la même. L'objectif, c'est de mettre une monnaie étatique sur blockchain. Alors, il y a deux manières de le faire. Il y a les MNBC, les monnaies numériques de banque centrale, c'est décrié. Il y a les stablecoins, et du coup, il y a les usages que font effectivement. Qu'est-ce qu'on fait des stablecoins derrière? Effectivement, ce que Nathalie précise, contrairement à la finance traditionnelle où effectivement le dollar est majoritaire, mais pas à ce point-là. Là, on parle de 99% des flux financiers stables sont en dollars, donc c'est une écrasante majorité. D'ailleurs,
c'est très problématique, même si, on en parlera tout à l'heure, probablement MiCA va changer un peu ça, la réglementation européenne. Mais la vision est la même, c'est-à-dire mettre une monnaie d'État sur blockchain, la chose et la subtilité étant que dans le cadre de la finance décentralisée, 99% des interactions, 99% des intérêts générés par ces stablecoins et 99% des pools, c'est-à-dire les endroits où on peut placer son argent et le faire fructifier, ne sont pas en euros, mais sont en dollars. Et voilà pourquoi on a un tel écart aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, comme le marché, il faut aussi prendre en compte le fait que comme ces marchés sont quand même encore petits, ils sont en développement, la liquidité est importante. Donc en fait, il y a une espèce d'un effet de réseau. C'est-à-dire que je vais rester en dollars parce qu'il y a plus de chances que ma liquidité soit élevée. Si je vais sur un marché qui est peu développé, j'aurai pas de liquidité. Donc ça, il y a une espèce de cercle vertueux ou vicieux selon qu'on aime le dollar ou pas. Mais en fait, pour le moment, il ne profite pas à l'euro. Et c'est vrai que les quelques projets euros, il y a eu Lugs de casino, mais ça, ça n'a pas, il n'y a pas de dimension comme aux États-Unis où c'est vraiment un instrument pour d'interopérabilité, de lier finances décentralisées, crypto. Enfin, on voit bien que ça a vraiment un vrai marché qui vient alimenter des pools de liquidité. Bon, en parlant de l'euro, je voulais qu'on parle de l'euro numérique, mais on est un peu juste au niveau du temps, mais on a le temps. Parce que, après la phase d'évaluation qui a duré 2 ans, on est rentré le mois dernier dans la phase préparatoire. Donc on a encore 2 ans pour en parler. Au rythme auquel ça avance, je pense que on va avoir du temps ici pour le faire. Merci beaucoup Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School. Avant de venir la prochaine fois, vous reparlerez à vos élèves pour savoir où on en est sur le marché. Oui, je vais vous faire le baromètre. C'est promis. Merci beaucoup. Avec plaisir. Notre taxi. C'est ça. Qui c'est qui disait ça d'ailleurs? Je parlais à mon taxi et quand mon taxi me disait qu'il faut vendre, je vendais. Je ne sais plus qui c'est. C'est un grand investisseur. Qui c'est, Amaury? Vous savez, quel investisseur disait quand j'en parle et j'en entends parler dans le taxi, je vends mes actifs? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous l'avez pas, Valentin? Bon, on se renseignera. On s'en renseignera. On se renseigne et on en parle demain. Merci Amaury. Merci beaucoup Valentin Demey, CEO de Cube3 et directeur des contenus chez Cryptost. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée, à demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.